Bienvenue à tout le monde, bienvenue Brigitte. Merci d'être là avec moi aujourd'hui pour cet épisode spécial. Alors, Brigitte Bertrand, tu m'as dit que ton titre préféré c'était Stratège croustillante et rebelle et j'adore ça. Bienvenue. Brigitte, qui a été docteur en chiropratie, ça se dit comme ça? Chiropratique. Écoute, Chiropratique, merci. c'est un grand combat des chiropraticiens. Mais oui, ouais, docteur en chiropratique, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine de la santé, ouais. Oui. Puis tu as gravité assez rapidement, je pense, dans tout ce qui est marketing, toutes ces choses-là, parce que... Ouais. Parce que... Ben parce qu'à un moment donné, j'étais en train de mourir par en dedans. Ça, c'est la première raison. J'ai adoré, là, tu sais, faire mes études en chiropratique. Je suis une passionnée de l'humain, tu sais. J'aime comprendre comment ça fonctionne. Fait que moi, là, puis je suis une learner. Fait que faire un doctorat sur comment fonctionne le corps humain, tu sais, c'était juste wow pour moi. Sauf qu'après 5 ans de pratique, je commençais à m'ennuyer un petit peu. Tu sais, l'accompagnement one-on-one avec les patients, c'était pas tant ma tasse de thé. Et j'aimais beaucoup écrire à cette époque-là et je faisais des sidelines pour rencontrer des gens aussi. J'étais journaliste pigiste. Dans le fond, j'allais voir des shows, puis des spectacles, puis je faisais des petits articles là, pour le journal local. Et à un moment donné, fil en aiguille, opportunité, je traverse, puis je dis à mon chum, qui est aussi, ben, je te donne tous mes patients, puis je m'en vais. Fait que du jour au lendemain, j'ai juste donné mes patients à mon chum, puis je suis partie faire un intérim. J'étais même pas sûre que ça allait fonctionner. Je me suis pogné un mentor, puis j'ai commencé à écrire comme journaliste. Puis là, ben, c'était le début là, de tout ça, là, parce qu'après ça, je suis passée sur le web. Je suis allée comme blogueuse, notamment pour monchiro.ca. Donc, c'était une agence de marketing pour chiropraticiens. Donc là, ça venait vraiment combler beaucoup de besoins. Et c'est là que j'ai rencontré mon mentor et ami Guillaume Bareil, Ben oui. qu'on connaît bien, et qui était le propriétaire de l'agence Patient Volonté, dans le fond, monchiro.ca. Puis après la pandémie, ben, j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin, faire autre chose. Fait que j'ai suivi Guillaume dans son projet de méta-copywriting à l'époque. Et là, j'ai appris le copywriting. Ouais, c'est ça, c'est que je voulais aussi... j'étais comme un petit peu tannée d'être dans le bas de l'échelle salariale. Puis j'avais comme besoin aussi de créer plus, puis d'aller voir autre chose. J'étais curieuse, puis de nourrir cette learner-là qui était en moi. Et là, ben c'est ça, je suis passée du côté du marketing, copywriting. Puis je me suis rendu compte que le copywriting, tu sais, j'aime ça, j'en fais, mais... Tu sais, moi, j'ai tendance à enculer beaucoup de mouches dans la vie, surtout en copywriting, puis ça devient vraiment long et lourd. Et fait que j'aime vraiment beaucoup trouver les taglines, les idées, les angles, faire le gros de la job, tu sais, la grosse phrase qu'on voit en haut, la deuxième phrase en bas, après ça, les 3 petits bénéfices, réfléchir tout ce qui est en arrière, mais après, là, l'écrire, en faire une page de vente, puis faire des courriels, puis... C'est pas tant ma tasse de thé. Fait que c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis associée à Emmanuelle Loca, qui est ma partner en affaires maintenant, et qui, elle, est copywriter. Puis là, ben, ensemble, on brainstorm les idées, puis elle les écrit avec sa plume magique. Et moi, je reste en arrière, puis là, je fais un peu plus la stratégie, on réfléchit, tu sais, un peu plus dans le parcours du client, tout ce qui se passe dans la tête du consommateur. Moi, ça me fascine et j'en apprends jamais assez, là, Oui, c'est effectivement très fascinant. La psychologie du client, qu'est-ce qui fait que les gens achètent, qu'ils n'achètent pas, tout ça, c'est vraiment un sujet fascinant. Oui. Puis, en fait, moi, je suis allé vers toi dernièrement parce que j'adore ton nouveau branding avec ta nouvelle partenaire. Je trouve que vous avez trouvé ça quelque chose d'extraordinaire. Ça sort du lot, c'est magnifique. C'est très drôle aussi, c'est léger. Je trouve que ça détonne sur le marché, ça fait du bien. Fait que bravo pour ça. Merci. On a fondé, ça a été vraiment comme on se disait juste avant qu'on enregistre, là, une canalisation, là, parce que pour nous, tu sais, évidemment, des brands, on en fait plein, on en fait pour nos clients, etc. Ouais. Mais quand c'est arrivé pour faire le nôtre, on a pris notre process puis on s'est dit, bon, ben OK, qu'est-ce qu'on veut? Hey, nous, on veut que ce soit simple, on veut que ce soit léger, on veut que ce soit amusant, on veut que ce soit wow, renversant, excitant. OK, mais qu'est-ce qui est ça dans la vie? Puis là, pour nous, c'était comme, ben là, un parc d'attractions, la ronde, pour moi, c'est ça qui me rapprochait le plus. Fait
on a tout créé l'univers de Krusty Witchy Marketing autour du parc d'attractions. Et là, on s'amuse comme des gamines là, à faire les noms d'offres, la fabrique à manège, le stand à tacos pour que ça croustille. Donc, on a vraiment mergé nos deux univers à ce moment-là. L'univers de Manu qui est un peu plus intuitif, magique, fait que le witchy. Et le mien qui est un peu plus croustillant. Donc, pour moi, la croustillance, c'est vraiment ça a été comme le début un peu de mon parcours professionnel, entrepreneurial, parce que je me cherchais un USP, hein, un Unique Selling Proposition. Oui. Je me disais, qu'est-ce qui me distingue, moi, des autres? Et c'est en faisant le podcast Les Cause Girls avec ma chum Marie-Pierre Etier, qui est une coach, que la croustillance a vraiment été développée et née. Puis la croustillance, c'est vraiment l'unicité d'une personne. C'est ce qui la rend unique, mais amplifié. Fait que craigne ça un peu dans le tapis. Donc, on va voir sur le marché vraiment souvent là, sois toi-même, authentique, nanana, mais c'est plus que de l'authenticité. C'est prends ce qui est spécial chez toi. Ça peut être un défaut, ça peut être une qualité, mais ça peut être aussi un truc bizarre, quelque chose que t'aimes. Fait que, puis viens là, juste le prendre une petite affaire d'eux, puis là, crinque-les un peu, là. T'aimes les cerises congelées? Ben ouais, vas-y, tu sais... Mets-en partout des cerises congelées. T'es quelqu'un qui est chaotique dans la vie, ben mets-les à fond dans ton brand. Puis là, ben on ouvre ça, puis on rentre ça dans le tapis. Puis là, ben c'est là qu'on a créé justement le stand à tacos, qui est comme notre produit fort là, à 97$, où ce que là, c'est vraiment un training où ce qu'on pose des questions, puis on utilise l'intelligence artificielle pour venir guider, pour remplacer un peu comme la consultation, parce qu'on le faisait souvent avec nos clients en one-on-one, mais là, si on voulait l'envoyer plus accessible à tout le monde. Là, exactement, ouais. Donc, fait que le Croustibot, que j'ai eu plein de super commentaires, ça a l'air qu'il accompagne... C'est un GPT personnalisé, là, qui vient avec le stand à tacos, puis il accompagne vraiment plein de monde à créer tout leur univers de brand, puis au-delà de ça, parce qu'ils te connaissent super bien, là, fait que ça vient qu'un petit workbook. Vraiment, fait que ça, c'est le Krusty. Puis le Krusty, hein, c'est pas juste qui on est puis comment on est unique, mais c'est aussi qu'est-ce qui nous fait vibrer. Fait que moi, je dis, qu'est-ce qui croustille pour toi? Et ça, c'est super important parce que je pense qu'en business, si ça croustille pas pour toi, tu vas t'éteindre puis ça fonctionnera pas. Effectivement. Fait qu'il faut que ça continue à faire des petits guilis tout le temps. Effectivement. Trop de gens qui s'éteignent puis qui perdent leur flamme parce qu'ils essayent trop ou ils vont trop dans le technique ou le stratégique puis ils oublient qu'on fait ça parce qu'il faut que ça fasse le fun ici. Si ça fait pas ça, pourquoi tu le fais? Exactement. Mais on part tout en business parce qu'on a envie de nourrir ça puis on a envie de l'exprimer puis on le perd parce que il y a plein de « il faut ». Hein? Il faudrait que je fasse un webinaire. Ah, il faudrait que je fasse telle stratégie. Ah, moi, il faut que... Tu sais, puis là, il y en a plein, ça devient plein. Puis là, on regarde ce que les autres font, puis on se dit, ah, ben tiens, je vais copier-coller, hein, je vais hacker cette stratégie-là, je vais faire exactement... Ouais, exact. Ah, ça a l'air de bien fonctionner. Puis là, on se met à faire des reels dans notre salon, alors que, tu sais, ça nous éteint. Ou des fois, on va juste vraiment beaucoup trop écouter notre marché aussi. Ça, c'est, tu sais, ah, ben là, les gens, ils veulent ça. Ouais, mais toi, tu veux-tu ça? T'as-tu le goût d'enseigner ça? T'as-tu le goût d'offrir ça comme service? Parce que ça a bien beau que toute ton audience a vraiment envie de l'avoir. Après 5 mois, 6 mois, tu vas perdre ta flamme, puis c'est là que les difficultés deviennent vraiment dures. Parce que quand t'as pas ta passion puis ton innate fire là, pour te propulser vers l'avant, ça meurt en dedans. Là. Tellement. Une question pour toi, je trouve ça intéressant, ton offre de base. Qu'est-ce que tu fais des gens, ou qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu leur dis « craigne ton unicité » puis qui ont peur de ça? Et ça, c'est le plus grand défi. C'est le plus grand défi. D'y aller une petite étape à la fois, puis où est-ce que tu es à l'aise de le mettre? Tu sais, des fois, on n'est pas à l'aise de le faire en vidéo, mais on serait peut-être à l'aise d'aller là vers... par exemple, dans notre brand, rajouter une couleur comme un peu plus pétée, choisir un emoji qui nous représente plus, puis commencer tranquillement un peu. Des fois, c'est avec l'écriture. Mais c'est sûr qu'il y a un gros mindset shift à faire avec la croustillance. Parce que, tu sais, puis
évidemment, c'est une croyance sur laquelle il faut que tu te bases pour pouvoir, tu sais, avancer. Puis moi, cette croyance-là, c'est de me dire que j'aime mieux que les gens m'aiment pour qui je suis, que les gens m'aiment pour qui je ne suis pas, ou que les gens ne m'aiment pas pour qui je suis. Bref, l'idée ici, c'est de me dire, ben, il va y avoir anyway des gens qui m'aimeront pas. Tout le temps. Tout le temps. En fait, si personne t'aime pas, c'est parce que t'es vraiment trop beige. Oui. Fait que si tu veux attirer l'attention, si tu veux avoir ta tribe, si tu veux créer un mouvement, si tu veux créer une attraction, t'as pas le choix d'être un peu polarisé dans ta personnalité. Puis pas nécessairement être extravagant, mais juste comme être toi, mais un petit peu... On le craint un petit peu, puis on y va toujours une étape à la fois. Puis tu sais, je pense que c'est un peu le truc de la transformation identitaire. Moi, je vais l'amener dans l'alter ego. Tu sais, fait que la stratégie d'alter ego, c'est quelque chose que je trouve vraiment trippant. Parce que là, on va prendre qui on est, notre unicité, notre croustillance, on va la craquer dans le tapis, puis on va en créer un personnage. Fait que là, moi, souvent, je vais dire, ben, crée ton personnage des Simpsons. Que si t'étais un Simpson, un personnage de l'émission des Simpsons, qu'est-ce qui serait... Parce que c'est toujours caricaturé, toujours exagéré. Qu'est-ce que tu serais? Et là, puis qu'est-ce que tu veux devenir aussi? Tu sais, qu'est-ce que... Par exemple, moi, on est une petite business, on est deux, mais tu sais, c'est clair que la CEO est pas loin, puis c'est là que je veux m'en aller. Est-ce que je suis prête à m'en aller là aujourd'hui? Non. Mais est-ce que je peux prendre des décisions aujourd'hui qui vont me permettre de me rendre là? Assurément. T'sais, fait que le fameux Sasha Fierce là, de Beyoncé et tout le processus là, de dire, OK, ben voici qui je veux devenir, de le faire super clair. Et là, comme quand j'arrive pour prendre une décision ou faire une action, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'elle ferait, ma Brigitte de Simpson? Ou ma Brigitte CEO, ou whatever, le nom que je peux lui donner, ma Brigitte croustillante. Moi, je l'appelais ma cause girl, parce que c'est à partir de là. Qu'est-ce qu'elle ferait? Et là, des fois, je le fais, puis des fois, je le fais pas. Puis c'est pas grave. C'est correct. Parce que la prochaine fois, je vais peut-être le faire. Puis là, bon, je le vois. Je le vois, des choses qui s'installent, des postures qui s'installent, des convictions qui prennent racine. Et ça, là, oh my God, ça goûte bon! Puis là, ben, on veut aller encore plus loin avec ça. Fait que, tu sais, ma croustillance, est-ce qu'elle est 100% maintenant, ici, là? Assurément pas. Mais est-ce que je suis dans le chemin de... Oui. C'est tellement le plus gros essai, je pense. Quand moi, j'accompagne des clients, là, c'est oui, il y a la stratégie, oui, il y a le marketing, oui, il y a ci, il y a ça. Mais derrière toutes les technicalités puis les affaires plus concrètes, il y a effectivement le mindset. J'aime comment tu le décris, le fait que la posture s'installe, les croyances s'installent. Puis je trouve ça beau, en fait, que tu sois consciente de ce chemin-là et que tu l'accueilles comme étant un chemin puis que tu n'aies pas besoin d'être déjà rendu dans le poste de CEO, de casse-gueule, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais au moins, tu t'en vas dans cette direction-là. Ça, je trouve que c'est super beau. Puis, en fait, moi, je te regarde aller depuis plusieurs années, puis je trouve ça beau, en fait, ton évolution. T'sais, j'ai vu aussi, tu étais plus en background, là, tu t'en vas plus au foreground, tu t'assumes de plus en plus là-dedans, puis tu as l'air d'avoir vraiment beaucoup de plaisir là-dedans. Puis c'est ça qui m'inspire, en fait, quand je te regarde aller. Fait que je trouve ça très beau. Fait que bravo. Ah, merci. Hey, le plaisir, là, c'est ce qui dirige ma carrière depuis que j'étais sur le bord de m'éteindre comme Kiro. Ouais. Tu sais, j'ai pas mis de côté un doctorat, 100 000 $ de dette, pour m'en aller vers quelque chose que j'allais pas aimer faire. Tu sais, je veux dire, j'avais 100 000 $ de dette, j'avais une bonne pratique qui était là, un salaire décent parce que j'étais en construction d'une pratique, puis je me suis en allée journaliste à genre 20 $ de l'heure, des heures pas possibles, des deadlines avec de la pression, etc. J'étais tout le temps au bureau, je travaillais comme une débile mentale. Mais sacrifice, j'aimais ça. J'aimais ça, faire ça, ça m'animait, ça me nourrissait, tu sais, ça m'a permis justement de revivre. Et ça a été comme un point vraiment tournant où je me suis dit plus jamais,
je vais retourner dans quelque chose qui m'allume pas. J'ai besoin de ça. Il y en a peut-être des gens qui vivent bien sur le pilote automatique, dans la petite vie plus comme... Ils se définissent moins par ce qu'ils font, peut-être? Ou peut-être, oui. Genre, je regarde, par exemple, ma mère, elle va moins se définir par ce qu'elle fait, mais plutôt par les relations qu'elle a, sa famille, tout ça, etc. Fait que, pour elle, ça, c'est comme super important. Mais s'accomplir, c'était pas une valeur qui était importante pour elle. Moi, c'est une valeur qui est extrêmement importante pour moi. J'ai toujours été performante. Ça, c'est un autre sujet. un petit performer. Bref, on fera pas ma psychanalyse aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des trucs d'enfant là, où j'avais besoin d'être bonne à l'école, fait que j'ai besoin d'être bonne dans ce que je fais. Pour moi, l'excellence, avoir une expertise unique, c'est là, je m'en vais, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on crée aussi, qu'est-ce qu'on donne à nos clients, comment on les sert, ça sera jamais botché. C'est sûr que non. L'excellence aussi. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu approches, puis tes valeurs, puis tout ça. Je trouve ça très cool, en fait. Puis merci, en fait, de partager ton cheminement, parce que souvent, je vois des gens qui hésitent à faire un pivot. Je me suis investi dans quelque chose, je suis dedans, que ce soit une job ou déjà une entreprise, mais ils ne sentent plus, mais ils n'osent pas faire le switch. Ils n'osent pas passer à autre chose parce qu'ils disent « Mais j'ai tellement investi ici. » C'est comme si c'était un échec pour eux de laisser ça. Comment toi, tu t'es recadré pour pouvoir faire ces multiples switches-là dans ta carrière? Ben, je pense que c'est un moment donné où tu arrives vraiment au fond. Tu sais, quand l'inconfort devient plus grand que la peur de sauter de l'autre bord. Tu sais, je vais donner l'exemple. Mettons que je suis dans un bain chaud qui est en train de bouillir. Hein? Ça chauffe en dessous. Là. On va dire la grenouille là, qui est dans le fameux chaudron. Oui, c'est ça. Et là, ça bouille et c'est chaud, mais j'ai peur d'aller de l'autre côté parce que, tu sais, c'est ma zone de confort. Moi, je suis née dans cette marmite-là. Là, ça chauffe. Il y a un moment donné où je vais commencer à me dire « Hey, sais-tu quoi? Ça devient trop inconfortable. J'ai de la douleur. » Et c'est là, souvent, que les gens vont faire le saut. Vont faire comme « Bof! » Tu sais, j'ai pas grand-chose à perdre, je suis tellement pas bien où est-ce que je suis que j'y vais. Ouais. C'est correct, hein, en même temps, c'est un peu le cheminement puis c'est le process. Quand on veut accélérer ça, ça demande vraiment une dose de courage. Il y en a pas de secret, je pense. C'est juste de dire soit que je pense vraiment que c'est l'inconfort grand. L'humain est fait pour rester où est-ce qu'il est jusqu'à temps qu'il soit comme tellement inconfortable. T'sais. Puis il y a des gens qui sont inconfortables dans le confort. Là. Souvent, ces gens-là, ils vont thriver vraiment, vraiment haut rapidement. Excellent. Fait que, moi, il y avait un sujet dont je voulais parler avec toi parce que justement, tu as aidé beaucoup de gens, que ce soit par toi-même ou avec Guillaume, tout ça. Tu as vu quand même beaucoup de choses sur l'évolution du marché. J'avais envie qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Ouais. Comment tu vois l'évolution du marché du marketing depuis quelques années, puis où est-ce que tu sens qu'on s'en va? Qu'est-ce qui va faire la différence pour les gens? Bien, il y a une grande... Il y a une grande évolution, là, tu sais, je veux dire, la pandémie a apporté une espèce de ruée vers l'or. Puis ça, c'est nommé dans le marché. Là, je suis pas la première à le constater et à le dire. Mais ça a créé une espèce d'étalon là, d'or. Là. Puis il y a un gold standard. Puis là, tout le monde veut retourner là. Fait que là, je vois beaucoup d'attentes qui sont très grandes. Je vois, tu sais... Des fois, je vois des clients, là, ils arrivent, puis hey, moi, je veux retrouver mon année 2021. C'est comme, ah, ouais, OK, mais, tu sais, comme... Ça se peut, parce qu'il y en a qui font une année 2024 ou 2025 aussi bonne que leur année 2021. Mais tu sais, c'est pas tout le monde. Effectivement. Puis là, ben, ça, c'est un premier changement. Donc, la sophistication du marché. Le marché est plus mature, surtout en B2B, mais en B2C aussi. Là. Fait que, tu sais, comme que ce soit surtout dans des domaines comme le wellness, les domaines comme... le wellness particulièrement, c'est lui qui a pris, tu sais, comme tout le sport, tu sais, le coaching, etc. Il y a certains domaines qui sont encore plus à leur début, là, puis là, je pense entre autres surtout les domaines genre les cours là, de fumage, ces affaires-là, tu sais, mon chum triple là-dessus, les cours de fermentation, puis tu sais, je vois
pas grand-chose dans le marché. Tu sais, c'est encore, tu sais, la musique, tout ça. Tu sais, il y a encore... c'est un marché un peu moins mature. Fait qu'il y a probablement des stratégies qui marchaient, là, il y a 2 ans, qui vont fonctionner bien dans ce marché-là. Mais un marché plus mature, là, c'était un coach en santé, activité physique, naturo, etc. Fait que c'est beaucoup là que le marché est très mature, puis le marché d'entreprise à entreprise aussi, là. Puis ça, ben, c'est dû à la pandémie notamment. Et là, ça fait un grand... Oui, il y a du bruit, oui, il y a une saturation, mais il va surtout avoir un gros ménage qui va se faire. Puis si tu veux perdurer dans le temps, il faut que tu aies les reins solides. Puis là, c'est là que ta croustillance va venir te servir, notamment pour te démarquer, mais aussi pour rester passionné par ce que tu fais, puis d'aller dans l'adversité, puis tu sais, perdurer. Puis oui, de continuer de se former, de continuer de voir qu'est-ce qui se passe dans le marché, de tester, puis d'être dans une espèce d'énergie d'exploration, un peu. Parce que souvent, c'est là que je vois les mindsets qui frappent le mur. C'est on en parlait tantôt, ce besoin de performer là, qu'on a, toi et moi, faut qu'on le mette de côté quand vient le temps de faire la business. Parce que ça se peut que je lance mon produit, puis que personne n'en veuille. Puis que ça marche pas, puis que ça fasse un flop. Puis là, les peurs embarquent, là, tu sais, quand on arrive pour faire ça. Si je me mets dans une posture d'exploration, puis de me dire « Hey, on va juste le tester. On va juste voir ce que ça donne. On va pitcher spaghetti au plafond, puis on verra si ça colle. » Exact. C'est carrément ça. Et là, ben, dans cette énergie-là de plaisir, d'exploration, puis de dire « Ah, ben, gars, je le teste, on verra, puis je le lance, puis... » Là, on enlève la pression, tu sais, puis on enlève la peur, puis on se met dans l'action. Parce que souvent, c'est là qu'il y a un problème. Et on peut toujours optimiser, puis toujours s'adapter après. Oui. Fait que ça, c'est ça. De se mettre dans l'action, de mettre sa croustillance le plus possible de l'avant, de faire quelque chose qui nous fait vibrer à fond Léon. Ça, c'est super important. Quelque chose qui croustille pour nous. Fait que je pense que ça, c'est la première portion. Puis là, la deuxième affaire qui arrive dans le marché, qui est là depuis déjà 2-3 ans, mais c'est l'intelligence artificielle. Oui. Et ça crée beaucoup de changements dans le marketing. Parce que c'est un outil. Puis là, c'est un peu comme si on venait d'inventer l'échelle pour les gens qui cueillent des pommes. C'est exactement la même affaire, là. Là, c'est comme ça fait peur, une échelle. Pourquoi j'aurais besoin d'une échelle? Je suis capable de monter dans un arbre, nanana. Puis là, mais ton échelle, là, quand tu commences à savoir t'en servir, puis elle va te servir, là. Elle va te servir à cueillir 3 fois plus de pommes, 3 fois plus rapidement, puis à mieux voir les pommes aussi, puis à aller chercher toutes les pommes qui sont dans l'arbre, etc. Ouais. Fait que c'est un peu ça, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Puis oui, ça fait peur parce que, tu sais, moi, je l'ai vu arriver, là, tu sais, je pense que j'ai été... ChatGPT, là, tu sais, il fallait attendre comme pour être membre, puis là, c'est pas tout le monde qui faut être membre, puis là, tu sais, en 2020, fait que ça fait vraiment longtemps que je l'utilise et que ça m'intéresse. Mais je l'utilise comme un assistant. Et c'est là aussi que je pense que les entreprises qui ne l'utilisent pas pour leur marketing vont se faire avaler tout rond, là, parce que peut-être qu'il va rester de l'artisanal, ça se peut. Un peu comme... Ikea existe, mais il y a aussi des ébénistes. C'est la même chose. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont faire tout à la main, puis ça va devenir un USP en soi. Genre, moi, j'utilise pas l'intelligence artificielle, tu sais, dans leur politique, là, par exemple, d'utilisation de l'IA. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, je pense que ceux qui veulent vraiment aller plus loin, ils n'auront pas le choix là, d'aller dedans parce que tout le marché là, s'en va là, au complet. Moi, ce que j'observe, c'est que le contenu, entre autres, du contenu simple, ça a de moins en moins de valeur parce que tu peux juste poser des questions à ChatGPT. Tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un te pop une affaire. Tu peux poser une question, tu peux avoir... Puis je dis ChatGPT, mais c'est toutes les IA. Claude, Lamotte, peu importe. Exact. Là. Donc, tu peux poser des questions et avoir des réponses. Ouais. Fait que c'est comme si l'information avait de moins en moins de valeur. Oui, tout à fait. Puis ce qui va faire la différence, dans ma perspective, c'est beaucoup... le fait d'être là pour l'autre humain,
l'accompagner dans ce qu'il vit, autant au niveau émotionnel que de l'aider à développer ses compétences, hein, parce que l'implémentation, tout l'implémentation, exactement. Ouais. Donc, c'est l'expérience que toi, t'as, Daniel, en lancement de business, en lunch, etc., qui va faire en sorte que tu vas être capable d'accompagner les autres, puis de voir les angles morts, puis de les accompagner dans leur mindset, etc., parce qu'effectivement, l'information, t'as raison, à 100%. Je vois des gens qui me disent « Ah, ben, je vois pas pourquoi tu peux m'aider. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a sorti tout mon plan de lancement, je vais faire mon lancement, puis tout ça. » Puis là, je dis « Ouais, vas-y, mon ami, amuse-toi, puis tu me diras comment ça se passe. » Puis c'est ça, ChatGPT a beau te dire quoi faire, quoi dire, mais le faire, c'est autre chose. C'est comme si, je parle souvent il y a une différence entre la connaissance et la compétence. Tu peux savoir quelque chose, mais pas être bon à le faire. Je peux savoir qu'un vélo, ça a 2 roues, ça se tient en équilibre, puis ça avance, mais tant que j'ai pas réussi à atteindre mon équilibre pour vrai, moi-même, l'information est un peu useless. Là. Je sais qu'il faut que je sois en équilibre, je l'ai pas trouvé encore. Oui. C'est vrai. Puis après ça, être capable de faire du vélo dans des côtes, faire du vélo dans de la gravelle, faire du vélo dans le bois, monter des côtes, à la pluie, etc. Ouais, c'est ça. C'est très différent. Puis t'as un super point, là, parce que effectivement, en tant qu'entrepreneur, comme l'information, puis là, c'est là qu'on arrive avec les tendances, justement, ce qui s'en vient. Puis là, gars, je suis pas divinatrice, là. Il aurait fallu inviter Manu, là, pour ça. Mais, comme l'information a moins de valeur, on peut plus se permettre de vendre de l'information seulement. Ou du moins... On peut la vendre, mais beaucoup moins cher, parce que en même temps, il y a quand même toujours des exemples. Tu sais, ChatGPT va pas souvent donner des exemples. Mais là, tu sais, on parle de ça aujourd'hui, puis dans 3 semaines, ça pourrait être super différent, parce que ça avance extrêmement vite. Extrêmement vite. Je joue avec les versions avancées. Moi, je joue avec les versions avancées, puis là, il peut te donner des sérieux exemples, puis il peut questionner ton raisonnement, puis ça, je trippe bien raide, parce que je suis comme, OK, là, on est à un autre niveau. Là, j'ai un vrai partenaire devant moi. Là. Il me challenge dans mes réflexions, puis ça a vraiment plus d'impact sur ce que je peux faire. Claude le fait déjà mieux, puis Claude est moins... puis la grosse différence entre les deux, c'est que ChatGPT, souvent, est vraiment d'accord avec toi. Puis il trouve que t'es donc bien extraordinaire. Bravo, Brigitte, t'as tellement une bonne idée. Je suis fière de toi. Puis, ça va renverser. Je veux pas que tu me dises ça. Je veux que tu me challenges, merde. Ouais, faut que tu y demandes, tu sais, faut que tu y demandes. Puis c'est drôle parce que, là, je n'aimerais pas de nom, mais hier, j'ai vu une entrepreneur en marketing promouvoir son nouveau produit en disant que ChatGPT disait que c'était « wow ». Là, j'étais comme « mais voyons donc ». Okay. Pour moi, ça n'a aucune valeur que ChatGPT trouve que c'est révolutionnaire, là. Il va toujours être d'accord avec toi. Pas mal, oui. Sauf à moins que tu lui dises de te challenger, effectivement. Effectivement. Fait que Claude est plus... il va te challenger un petit peu plus. Claude, il va voir... Tu sais, surtout, encore plus si tu lui demandes, il va voir les angles morts, il va avoir des points à améliorer. Fait qu'en discussion, je trouve que Claude, pour... la rédaction, revoir un texte aussi, puis au niveau des idées, je le trouve quand même meilleur. Ouais. Moi, j'utilise la version, je suis dans le studio de Gemini. Oui. Pas la version normale, mais la version studio qui est le truc le plus avancé. Puis c'est ça, lui, par défaut, il challenge. Puis ça, je suis comme, oh wow, ça fait wow. J'ai pas exploré beaucoup Gemini encore, là, fait que je suis encore restée à ChatGPT. Claude? Ils ont tous des plus puis des moins, là. C'est juste que là, dernièrement, j'ai été vraiment épaté par la version en studio, là. C'est la version qui pense, là. Ouais, c'est ce qu'ils disent, mais en fait, comme dirait Alex Martel, ça pense pas, là. C'est comme ça reste des probabilités, là. C'est seulement ça. Mais il y a une différence marquée entre les trucs de base qui font juste te régurgiter de l'info, qui peuvent te dire des menteries de base, puis l'autre version où est-ce qu'il y a un... Ils disent un raisonnement, là. Ouais, il y a un raisonnement. Ouais, il y a une réflexion, puis il y a une analyse. Il y a comme une auto-analyse méta de ce qui est en train de faire, puis de te dire, puis de ce que tu as dit, puis où est-ce que tu veux aller pour vrai. Puis comme, oh, ça, c'est intéressant. Ouais.
Ah oui, mais c'est parce que tu peux avoir ton accompagnateur, tu sais, de marketing, justement, à travers ChatGPT, ou Claude, peu importe l'intelligence Ouais. artificielle que tu vas choisir. Puis tu peux l'utiliser pour t'aider à structurer tes contenus, faire tes offres, etc. Pour moi, ce qui manque, puis c'est là que l'humain, tu sais, au-delà de l'implémentation, c'est l'idéation. Parce Hmm. que un système comme l'intelligence artificielle, ça repose sur les probabilités. Donc, ce Oui. qui va te sortir risque d'être ce qui est le plus probable. Oui. Je trouve que c'est très Donc, standardisé. c'est ça, C'est les exactement. réponses évidentes, on va dire. Ouais, exactement. Là, des fois, quand tu amènes un point, c'est là que ça devient intéressant. C'est quand tu as une idée, Oui. ah ouais, ok, ça c'est intéressant, parfait, tu amènes un point, et là, tu vas le challenger avec lui. Ça, c'est le fun. Oui. Puis là, v'là pas si longtemps, j'ai fait un texte sur la air fryer. Puis je comparais l'intelligence artificielle parce que, en fait, ce que je voulais amener comme point, c'était que quand la air fryer, quand elle est arrivée, là, c'était comme super révolutionnaire. Genre, ça va faire de moi une super grande chef. Genre. Puis Ouais. le titre de mon courriel, c'était Ta air fryer est une menteuse. Parce qu'elle dit que ça va faire de toi une grande chef. Mais au final, tu sais, ben oui, ma air fryer a fait que mes poulets sont plus croustillants, je prends moins de temps pour, tu sais, cuisiner telle ou telle affaire. Mais tu sais, si je le sais pas, moi, qu'il faut que je marine mon poulet avant, là, ce sera pas meilleur nécessairement. Là. Ça fera pas de moi une chef de renommée mondiale parce que j'utilise la air fryer. C'est la même Effectivement. affaire avec l'intelligence artificielle. Ça fera pas de toi la plus grande marketeuse, le plus grand marketeur de l'univers parce que tu utilises l'intelligence artificielle. Ça te prend derrière des réflexions stratégiques, des connaissances, de l'idéation, des concepts. Puis là, tu es capable de dire, OK, là, je mets ça, j'utilise comme un outil. L'air fryer, c'est un outil. Dans les mains d'un grand Effectivement. chef, ça va être écœurant, ce qui va sortir de là, ça va être débile. Mais tu sais, dans les mains d'une adolescente de 17 ans qui vient de partir de chez ses parents, ça va donner ce que ça va donner, tu sais. C'est les connaissances derrière, la stratégie puis la réflexion stratégique, c'est super pertinent. Puis c'est là que l'humain, comme tu disais, avec son expérience, va venir bonifier, là, tu sais, finalement, puis Oui. on va l'utiliser comme un plus. Mais tout ça pour dire que j'avais cette idée de air fryer, puis là, je me suis dit, ah tiens, je vais le... Tu sais, méta. Je vais l'utiliser, genre, comme pour voir. Fait que là, j'ai nommé ça, genre, tu sais, j'ai telle idée, telle affaire. Puis là, tu sais, là, on a challengé. Là, il m'a sorti plein d'affaires vraiment poches, puis tout ça, mais... Ah, une bonne petite idée ici, que je trouve que c'est intéressant, que toi t'amènes plus loin. Fait que c'est comme... Oui. Moi, je suis une brainstormer, je suis une créative de groupe. Tout seul, dans mon bureau, là, devant rien du tout, là, C'est plus difficile, oui. Pour j'ai beaucoup. vraiment de la Beaucoup de gens. misère. J'ai vraiment de la misère. Mais tu mets une personne en avant de moi, puis on se lance la balle, hey, là, je pars, là, puis les gens, ils sont comme, OK, arrête-toi, là, la licorne, là, ça suffit. J'ai vraiment, comme... Ça finit plus. Puis c'est ce que l'intelligence artificielle me permet de faire maintenant toute seule. Il me Oui. permet d'avoir des idées, de faire, ah, OK, ça, c'est pas pire. Puis là, tu sais, je vais le challenger, je vais le pousser plus loin. C'est beaucoup Les comme ça que cerveaux j'utilise de aussi, là. Je trouve ça super. neurodivergence. Ouais, Mais en c'est tant ça. que solopreneur, c'est ça. T'es tout seul. Ouais, fait que dis donc, Lampe, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Elle répond pas. Au moins, ChatGPT, il te donne des petits trucs. Fait que Ouais. c'est intéressant. Oui, tout à fait. Je l'utilise aussi dans l'analyse de données. Je vais y Ouais, envoyer un tellement. texte, lui demander comme qu'est-ce qu'il voit, comment je pourrais l'améliorer. Tu sais, des fois, il va me donner des affaires très recettes bro marketing. Tu sais, il a été trainé là-dessus. Ouais. Puis ça, on pourra en reparler, là, mais moi, ça me tue, là. C'est souvent, je trouve que GPT, quand je demande, par exemple, de rédiger un contenu ou quelque chose un peu marketing, puis que mon objectif, c'est de convertir ou de vendre, c'est épouvantable, là, tu sais, qu'est-ce qui me sort de là, tu sais, genre, c'est pas ça qu'on veut faire avec lui. C'est vraiment pas ça. C'est là qu'on veut, nous, avoir les idées puis l'utiliser pour exécuter comme un copywriter, tu sais, stagiaire ou comme une adjointe, là, carrément, finalement. Fait que oui, il peut nous aider dans notre marketing, mais beaucoup dans notre structure, les automatisations, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qu'on peut faire avec l'IA. Fait que oui, il y a beaucoup de changements qui s'en vient avec ça parce que hey, je sais aujourd'hui où est-ce que je m'en vais avec ça, mais tu sais, là, je suis en train de compléter une certification avec Alex Martel, justement, parce que
j'ai comme eu un petit peu peur de l'IA à un moment donné, en me disant, crime, est-ce que ça va être pertinent encore, mon expertise en marketing? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient après? Fait que là, je me suis dit, je vais aller maîtriser la bête. Et là, tu sais, là, je vois comme, OK, genre, ben d'un, mon expertise va être encore pertinente, assurément, mais là, elle va l'être encore plus parce que je vais être capable de voir qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour une entreprise, puis, tu sais, on va pouvoir l'intégrer, là, finalement, à notre offre, là. Ça va être vraiment extraordinaire. Ouais. Puis, je voulais boucler la boucle, là, sur ce que je disais par rapport à l'information puis au contenu en 2025. Le fait de plus tant pouvoir le vendre, tu sais, tu peux plus vendre des programmes juste d'information sans accompagnement, ou en tout cas, tu sais, sans implémentation, tu sais, sans un plus-value, là, tu sais, comme ce soit du done for you, soit de l'accompagnement, soit tu sais, de la balle ou whatever. On peut encore un peu, là, mais tu sais, ça achève, là, ça achève vraiment. C'est là que, là, moi, je tripe vraiment beaucoup sur le fait de donner l'information ou vendre vraiment très peu cher cette information et ne pas retenir l'info. Parce que ça crée... Surtout quand on la vend, tu sais, à 27$. Moi, j'aime vraiment... Puis là, ça revient avec... on en a parlé avant d'enregistrer, là, mais les mini-manèges qui sont chez nous, tu sais, des tunnels de vente SLO, là, des low tickets, des self-liquidating offers, qui sont en front-end de ta business, qui te permettent de venir créer des clients. Fait que c'est ta machine à clients, c'est des petites offres qui sont pas rentables, mais qui sont généralement comme kiff-kiff. Puis t'as tes back-end, ça, c'est ta machine à profit. Fait que tu prends tes SLO, tes clients qui ont acheté des petits produits, et tu les transformes en clients qui vont acheter des plus gros produits parce qu'ils ont besoin. Fait que tu retiens pas d'informations, tu la donnes dans tes petits produits. Puis il y a des learners comme moi là, qui vont acheter des petits produits puis qui vont implémenter ça tout seuls, mais 90% des gens vont avoir besoin d'aide pour le faire. Ou si tu veux aller plus vite, ou plus loin, ou etc. Fait que c'est un peu la stratégie là, puis on le voit déjà dans le marché. Là, aux États-Unis, c'est vraiment ça qui fonctionne bien. Puis c'est ce qui est là. Déjà, je l'ai vu chez plusieurs de nos clients. Puis même des clients qui font des gros lancements, des webinaires, qui vont aller vers les stratégies un peu plus un launch, là, un gros lancement où j'investis tout, tu sais, comme en amont, en pub. Après ça, j'amène tous les gens sur mon webinaire et là, je lance. Même eux, là, ils commencent à me dire « Ah, ben là, ce serait le fun, on pourrait aller chercher des low tickets. » Souvent, ils n'ont jamais fonctionné comme ça. Ils ont souvent des produits juste à 2000, 1000, 2000 et plus, là, des plus high tickets. Et là, ben, c'est que ça marche ensemble, là, ça. Là. C'est pas un ou l'autre, là. Tu peux très bien faire les deux. Puis acquérir tes clients qui sont contents avec très peu de coûts, là, finalement. Moi, je trouve que c'est une belle façon, effectivement, d'aller chercher de l'attention, commencer à te faire connaître. Il y a plein de façons d'attirer des gens à soi. Il y a l'organique, il y a ça. Je trouve que c'est vraiment une belle façon. Puis ça ne demande pas un si gros investissement que ça non plus. Fait que ça dépend comment nous, on le fait, à quel point on le fait tout seul. Il y a toujours le DIY, le done with you, done for you. Fait qu'il va y avoir différents levels là, de ce niveau-là, mais c'est pas, effectivement, c'est beaucoup moins risqué. Exactement. Moi, c'est ce que j'adore. T'sais, versus, moi, j'étais un gars de lancement avant, de gros lancement, puis ça. Puis, peut-être l'âge, peut-être, je sais pas, mais je suis un peu tanné, là, des gros l'énergie! Ouais, l'énergie, peut-être aussi. Ça demande beaucoup d'énergie, un gros lancement. Oui, fait que j'aime ça, implémenter des approches qui sont plus légères, plus faciles, plus le fun, moins stressantes, autant pour moi que pour les clients. D'ailleurs, c'est drôle, il y a quelqu'un hier qui me disait « Hey, j'aime ça ce que tu fais, il n'y a pas de pression avec toi, c'est cool. » Je suis comme « Ben oui, mais moi, j'ai ça quand on essaie de mettre de la pression, fait que je veux pas en mettre aux gens que je veux aider, tu sais, ça marche pas. » Fait que oui, j'aime ça quand c'est low pressure, puis effectivement, on peut expérimenter à relativement bas coût, puis ça attire l'attention, puis on peut toujours réajuster exactement comme tu disais.
C'est que ça donne vraiment beaucoup d'informations. C'est qu'on profite aussi de ça. Parce que, tu sais, ton client, là, il est cold, là, il va, tu sais, il te connaît pas, il sait pas t'es qui, puis toi, tu veux qu'il achète, par exemple, un accompagnement à 5 000. Là, c'est un gros parcours client, là, ça, là, quand même. Ce que tu fais avec un webinaire, c'est que tu vas créer une accélération, genre, très rapide, parce que, tu sais, tu vas faire tu vas avoir un petit pré-lancement, les gens vont s'inscrire, là, ils font le webinaire, et là, tu vas créer souvent beaucoup de... Ce qui fonctionne bien avec les webinaires, c'est avoir des grosses promesses. Tu sais, c'est ça qui a fonctionné beaucoup avec les webinaires dans le passé, tu sais, d'avoir des promesses quand même assez costaudes, puis là, ben ça crée cette espèce de faux mot-là de « Ah, mon Dieu, je veux pas manquer ça », puis là, t'as cette connexion-là sur le coup avec la personne. Donc, c'est une accélération très, très rapide du parcours du client, mais il part quand même d'un code, là, pour s'en aller vers un produit à 5 000. Le mini-manège, le petit produit, faut être stratégique là, avec notre petit produit. Là. Tu sais, un template, ça accélère pas le parcours de ton client. Pas en tout. C'est comment je peux prendre ce mini-produit-là pour réaligner les bonnes croyances. Comment je peux prendre ce produit-là pour amener mon client de cold, qui me connaît pas, qui est game de faire un achat avec moi, là, parce que c'est pas un gros risque, hein, 25$. Il va faire son achat, parfait, parce que tu as un bon marketing, parce que ton offre est claire, parce que ci, parce que ça. Va faire son achat, va consommer ton produit. Et là, c'est dans la consommation du produit que faut que tu le réfléchisses. Là, il faut que tu lui donnes un quick win. Faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Faut que tu règles son problème ou que tu améliores son problème, minimalement. Oui. Qu'il y ait un quick win, parce que là, ça démontre ton expertise, ta notoriété, puis ça démontre que tu sais ce que tu fais. Ça, c'est cool. Mais il faut aussi que tu le prépares à l'achat de l'autre. Ouais, à faire le pont. Et c'est là que la vente d'une affaire à 5 000 la vente d'une affaire à 25$, là, c'est pas le même niveau de vente. Là. C'est pas la même chose qu'on va vouloir réaligner. Il y a des choses que... Parce qu'il y a toujours un... Acheter quelque chose à 5 000, c'est renoncer à 5 000$ de d'autres choses. Fait que c'est renoncer à un voyage dans le sud en famille. Fait qu'il y a un coût de renonciation, tu sais, qui est beaucoup plus fort, là, à ce moment-là. Fait que c'est des croyances qu'il faut réaligner. Il faut vraiment donner faut que la solution, ce soit clair pour le client, que c'est ça que ça y prend, puis que le outcome va vraiment valoir le coût de renonciation. Oui. Puis ça, ben quand tu peux le faire dans ton petit produit, tu sais, t'es vraiment gagnant. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire en contenu organique. Oui. Puis avec le temps, on va faire des carousels, on va faire des lives, on va faire des stories, puis là, on va amener tranquillement les gens à être prêts à acheter notre offre à 5 000. Puis on peut le faire en contenu gratuit, puis en organique, tout en amont. Mais on peut aussi le faire en contenu payant. Tout à fait. Puis on peut même ne pas retenir rien, parce que souvent, en contenu gratuit, on a tendance à retenir des affaires. Tu sais, on va comme « Ah, je veux pas tout donner, parce que là, je veux qu'il y ait du stock pour mettre dans mon contenu payant. » Alors que quand tu le vends, puis que tu vends un petit produit à 27$ qui vaut, dans le fond, 1000$. Oui. Ça fait une belle surprise, là. C'est comme là, la personne va faire « Hey, tu m'en as vraiment beaucoup donné. » Là, de un, il y a comme une espèce de sentiment de redevabilité qui s'installe. Oui. Puis de deux, c'est comme « OK, mais imagine ce que je vais avoir pour 1000$ ou 5000$. » C'est ça. Fait que là, tu sais, comme déjà, tu viens installer tellement d'affaires avec ça. Le mini-manège reste en ce moment, ma stratégie préférée. Par contre, puis là, c'est là que je pense qu'on va peut-être pouvoir même rediscuter du post que tu as fait cette semaine. Faut que ça croustille pour toi. Faut que ce soit aligné avec ce que tu as envie de faire. Si tu n'as pas envie d'en faire des petits produits, puis que toi, tu aimes ça, là, les gros lancements, ben, all good. Tout à fait. C'est là qu'il faut personnaliser le parcours puis la stratégie. Oui. Il n'y a pas une stratégie qui est bonne pour tout le monde, puis toutes les stratégies sont bonnes. Exactement. Je suis tellement d'accord avec ça. Puis il faut que tu choisisses la bonne pour toi. Tu sais, t'aimes pas ça faire de la vidéo? Ben, tu sais, peut-être que le webinaire n'est pas une bonne idée.
sais, j'en ai vu, là, des clients qui n'étaient pas à l'aise en vidéo, puis là, ouais, ben là, je veux faire un webinaire, mais c'est parce que, tu sais, commence par faire une couple de live sur ta page Facebook, puis là, ils ont de la misère à ouvrir la caméra, ils le font pas, procrastinent. Ouais. Des fois, c'est comme, je veux faire du contenu écrit, tu sais, bon, ok, parfait, ponds-moi 4 blogs, je vais partir de ça, puis on va regarder, puis ça se fait jamais, les 4 blogs. Ouais. Là, après ça, comme, mais comment ça se fait, mon lancement, c'est rochant, nanana, j'ai de la misère, j'ai pas de résultat, ben, tu sais, ça se peut, là, que ce soit peut-être juste pas aligné. Comme tu dis, tout peut fonctionner, il faut juste que ça s'aligne à toi. Je connais un gars qui a lancé sa business que par écrit. Tout était par écrit, il prenait jamais un appel, faisait jamais de vidéo, tout était écrit. C'est comme, OK. Fait que toi, t'es full, pas extraverti, là, l'inverse, l'introverti, puis tu veux pas parler à du monde, mais t'aimes ça écrire. Puis ça marche bien pour cette personne-là. T'es comme, OK, wow, c'est cool, tu sais. Puis à l'inverse, il y en a qui sont super bien, oui. que en live, puis ils font des lives, puis l'argent rentre. Je suis comme, OK, wow, c'est impressionnant. Ouais. André Chaperon, c'est un super bon exemple de ça. Tu sais, The Art of Emailing, là. Lui, je pourrais même pas te dire à quoi il ressemble, d'autre, je sais pas. Genre, c'est comme, j'ai lu beaucoup de blogs, beaucoup d'articles de lui, tu sais, genre, c'est comme presque tout par écrit. Puis là, quand j'ai acheté son produit, écoute, parce que c'est le MPPS, ça, c'est le Multi-Page Pre-Sale Site, OK? Fait que ça, en gros, c'est quoi? C'est l'équivalent du, tu sais, le Personne en veut de ton maudit e-book de Alexandra Martel, qui est une série de blogs, si on veut. C'est pas tant une série de blogs, c'est comme un très long texte sur 5 pages web différentes, puis à chaque fin de page, tu cliques genre « voir la suite », puis là, t'embarques sur la 2e page « voir la suite ». Fait qu'il y a comme un engagement à chacune des pages, puis tu peux retargeter en pub où est-ce que les gens y ont arrêté pour pouvoir voir « OK, bon, ben parfait, elle, c'est là que ça y parlait plus, tu choisis un nouvel angle, mais tu sais qu'elle est rendue là, tu sais. » Fait que là, c'est comme tu peux retargeter avec d'autres contenus, d'autres angles, d'autres affaires. Des fois, les gens ont juste comme oublié, tu sais, comme ils n'ont pas eu le temps de finir, etc. Fait que tu sais, il y a plein de raisons. Mais c'est vraiment un build de croyance, c'est comme de déduction que tu fais. C'est comme c'est un méga copywriting, c'est comme une méga page de vente. Ça pourrait être une grosse VSL aussi. Tu sais, on peut le faire en vidéo, mais on peut le faire en écrit. Puis lui, André Chaperon, c'est ça qu'il vendait. Fait que moi, j'achète son produit, puis je m'attends à pouvoir, genre, consommer son contenu en pliant du linge. Ouais, mais surprise! Non, c'est que écrit. C'est que écrit. Fait que c'est comme si j'avais acheté un méga livre, genre. Puis là, il y a des schémas, tu sais, c'est super bien fait, là, genre, mais c'est comme vendu comme un cours, mais finalement, c'est comme un livre. Ouais, c'est ça, c'est comme à 500$ US, là, quand même. Mais il y a beaucoup de vidéos, tu sais, d'exemples. Puis là, souvent, c'est tellement spécial, ce produit-là, parce que tu as des vidéos de dudes qui sont dans des genres de sous-sol, puis qui préparent des espèces de grosses lettres de copywriting, là, tu sais, pour des Américains, là, pour des investissements immobiliers, pis ci, pis ça, pis le big marketing idea. T'as vraiment l'impression d'être dans Mad Men. C'est comme très underground, genre, c'est vraiment particulier. Pis c'est des vieilles affaires, mais qui sont ultra pertinentes. J'ai appris fois 1000, je regrette pas du tout mon achat, mais la preuve que c'est possible. Il y a des marketeurs là, en ce moment qui vendent des produits à 500$ par mois ou même à 2000$ par mois sur un Google Doc. Oui. J'ai déjà acheté un produit à travers un Google Doc. Sur le coup, j'étais vraiment surpris. Puis je fais, ben why not? Puis je le regrette pas non plus, mais j'ai trouvé ça très fascinant. Je fais, OK, fait que les gens qui se disent que j'ai pas mon site web, je suis pas prêt. Hey, sérieux, j'ai acheté des trucs à plusieurs milliers de dollars. Oui. Mais avec c'est quoi la différence? C'est que t'es un homme. Puis je veux pas être comme sexiste à travers ça, mais les hommes et les femmes achètent de façon très différente. Et les hommes vont être beaucoup moins sensibles à l'esthétique. Et en fait, c'est que c'est pas un facteur qui va nécessairement accélérer l'achat. Alors que chez la femme, c'est presque un prérequis. Faut que l'expérience soit agréable, puis là, je vais avoir envie d'aller acheter. Puis un super bon exemple physique de ça, c'est va faire un tour chez Bouclair, puis va faire un tour chez Princesse Auto. Ouais. Ou chez Canadian Tire.
les femmes achètent chez Canadian Tire, là, le point, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas du tout la même expérience esthétique, là. Effectivement. Ouais, je vais te taquiner parce que l'ironie, c'est que la dernière personne qui m'a fait le coup, c'était une fille. Fait que... Oui, mais elle peut vendre comme ça, mais son marché va être probablement plus prédominant masculin. Faudrait que je regarde. Oui, c'est ça, c'est intéressant, mais ça veut pas dire que c'est pas tout le monde qui est fait pareil, mais c'est quand on veut vendre à un marché plus féminin, on va porter une attention plus particulière à l'esthétisme. Ça crée, puis là, c'est là que, pour moi, ça fait partie de l'expérience d'achat puis de l'expérience du client. Tu sais, quand nous, on crée des manèges de vente, à cas des tunnels de vente le fun, on met le design de l'avant. Tu sais, c'est la première chose que tu m'as dit. « Ah, j'ai adoré votre brand, c'est venu me chercher, c'est excitant, c'est le fun, etc. » C'est croustillant. Ben pourquoi? C'est parce que ça fait partie de l'expérience. Là, tu as envie de cliquer sur mes pages, puis d'aller lire mes pages de vente, puis là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer, puis quand je vais rentrer dans mon produit, puis le stand à ta cause, qu'est-ce qui va se passer, les visuels, etc. Ça fait partie. Le design fait partie de ça, puis c'est tellement plus facile à consommer. Moi, ça me tue un gros Google Doc qui a comme à peine été formaté. Ouais. Même si, genre, c'est... Il faut vraiment... C'est une grosse friction, là. Tu sais, ton tunnel de vente, là, ton manège de vente, ça doit pas être un parcours Ninja Warrior, là. Ouais, non. Faut pas que les gens aient des embûches, puis qu'il y ait de la misère à le lire. Il faut que ça soit le fun. Puis là, ils vont se rendre au bout. Puis là, ils vont avoir le goût d'aller plus loin. Fait que ça fait partie de l'expérience client et du manège. C'est ce qui différencie le tunnel du manège de vente, là. J'aime bien ta distinction. Très cool. C'est d'ailleurs... c'est ce qu'on... Je m'étais demandé si je sortais un nouveau freebie ou un nouveau petit produit. Puis là, j'ai vraiment hésité. Puis là, j'ai finalement choisi le freebie, malgré le fait que j'arrête pas de dire que les manèges de vente, c'est wow. Parce que c'est une séquence courriel, finalement, que j'ai décidé. Puis j'ai décidé de faire l'accélération de mon client à travers une séquence courriel. Fait que c'est un opt-in gratuit avec un tripwire dessus pour le stand à ta cause. Fait que, tu sais, je vais être quand même capable de venir le rechercher, là. Ouais, mais pour comment transformer ton tunnel de vente en manège. Fait que ça s'appelle Manège Makeover. 10 courriels, 10 astuces comme concrètes, accompagnées de 10 réflexions stratégiques qui viennent avec. C'est pourquoi tu veux que ton design soit top, puis pourquoi tu veux que ton design soit persuasif. Comment on fait un design qui est aligné avec le copywriting. Parce que souvent, c'est un des problèmes que je vois dans le marché, c'est que j'ai des graphistes, puis j'ai des copywriters, puis là, j'essaie de les marier ensemble, et là, c'est un problème. Parce que là, les graphistes veulent mettre ça beau, tu sais, nanana, puis là, il y a des affaires, des fioritures, puis là, on perd le copy à travers le design. Ouais. Là, on veut pas ça. Puis là, en même temps, quand on remet le copy de l'avant, là, le graphiste, c'est comme « Wow, là, attends! c'est pas ça, là! Ça, tu viens de péter mon design! » Mais ouais, mais tu sais, ça, c'est bien plus important. Fait qu'il faut que le graphiste ait un œil copywriter, voir comme... Qu'est-ce qui est important, là? Les bénéfices, les fameuses phrases là, qui vont venir faire des switches au niveau des croyances, etc. Fait que ça, c'est tout ça. Fait que c'est 10 courriels où on en parle dedans, du design, qu'est-ce qui est excitant dans un achat, fait qu'est-ce qui va faire que ton tunnel de vente, tu peux le transformer en expérience renversante, excitante, puis qui va faire que tes clients rentrent dedans, tes prospects, puis ils vont être comme « Oh my God! » Tu sais, genre, j'en veux encore plus, puis encore, puis là, tu sais, ils vont arriver dans ton produit, puis comment t'over-deliver dans ton produit pour pouvoir justement le upgrader, là, ouais, c'est ça. Puis là, on enlève tout, nous, on appelle ça du marketing de clown, là, ça, c'est la première étape. Le marketing de clown, c'est tout le bro marketing qu'on va enlever. Fait que les fausses promesses, les countdowns, les faux countdowns, le shaming, les guilt trips, toute la patente, là, que... Tout ce qui fait sentir ton client comme de la merde, t'enlèves ça. Ouais. Fait que ça, mais on l'a... Ça, tu sais très bien ça, puis je pense que c'est comme ça aussi que tu fais ton marketing. Oui, j'ai une approche positive. Oui, exactement. Ça n'empêche pas que des fois, je ramène dans la face des gens... Tu pars d'où, là, puis tu veux-tu rester là? Mais c'est pas le point central, parce que moi aussi, je veux que les gens ils soient dans une belle expérience. Je veux pas qu'ils se sentent pire s'ils passent à travers mon truc. C'est pas le but.
Non, c'est ça. Puis une des astuces pour arriver à faire ça, c'est puis ça, c'est vraiment une de mes astuces préférées, copywriting, puis je le vois pas souvent en plus, c'est de généraliser le négatif et de personnaliser le positif. Oui. Fait que, par exemple, la plupart des entrepreneurs ou la plupart des femmes, puis là, je vais donner l'exemple de perte de poids. J'haïs ça faire des exemples de perte de poids, mais en tout cas, je vais y aller avec celui-là. C'est qui est facile à vraiment comprendre. La plupart des femmes n'arrivent pas à perdre du poids après 40 ans. Puis là, on va s'en aller avec la raison, les hormones, le cortisol, blablabla. Après ça, c'est possible pour toi de perdre du poids quand tu connais nanana. Et là, l'espoir, le positif, il est au-dessus. Fait que là, tu fais ton vision casting au-dessus. Fait que là, la personne qui lit ça ne se sent pas visée par « t'as de la misère à perdre du poids parce que t'as plus que 40 ans ». Déjà là, moi, ça fait comme « ah, fuck you ». Genre, je m'en vais. Genre, ça me tente pas de me faire mettre mon nez dans le caca. Je le sais, là. Tu sais, comme je sais toutes ces affaires-là. Fait que quand on généralise, ben, ça m'interpelle. Ça m'interpelle assurément, mais ça m'appartient pas. Mais en même temps, mon subconscient, il comprend toute la patente, là, lui. Là. Il fait pas de différence, il voit juste les mots-clés. Fait que ça, c'est une super belle astuce pour pouvoir prendre quand même ce qui est plus négatif, le problème, tu sais, comme, puis l'amener de l'avant. Parce que c'est ça quand même qui va résonner avec les gens qui sont dans l'échelle de conscience, c'est aligné avec le problème aware, puis qui sont pas encore solution aware. Eux, tu veux leur parler. Fait que comment je fais pour leur parler de leur problème sans leur parler de leur problème? Tu sais, je peux pas vraiment, mais de cette façon-là, tu sais, on amène ça, d'une façon plus... ça vient pas faire sentir mal. Fait que ça garde l'expérience propre. Exact. Disons comme ça. J'aime ça. Fait que ça, c'est mon astuce très concrète à implémenter aujourd'hui même. Oui, puis si je ne m'abuse, tu vas me donner le lien aussi vers ta séquence, puis je vais pouvoir la mettre en dessous de la vidéo. Ouais, ma neige makeover, là, fait qu'elle est toute fraîche sortie du four. Écoute, ça va être... j'ai vraiment hâte de voir les résultats là, qui vont venir avec cette séquence-là. Puis c'est une séquence qui vend très peu. C'est vraiment une séquence qui est là pour donner de la valeur. J'ai rien retenu, ou presque. Il y a des affaires, à un moment donné, là, les courriels devenaient trop longs. Fait que là, je suis attends, c'est que je retiens pas parce que je veux retenir, je retiens parce qu'à un moment donné, il y a un bout à tout à un courriel. Fait que, mais c'est vraiment séparé en deux, en plus. Hein. Fait que j'étais bien contente de ma stratégie. Puis en le prenant, c'est ça, je fais juste une petite offre après sur la plage de Thank You. Puis ben mollo. Puis après ça, tu sais, dans le fond, c'est les 10 courriels en jour. Puis après ça, vous embarquez sur notre sympathique Croustimail où on envoie un courriel croustillant à intervalles pas réguliers, pantoute. Correct aussi. Ouais, on fait pas ça de même. Si tu repenses à 2025 et plus, là, pour les gens qui nous écoutent, t'aurais-tu une pensée, une vision, un conseil? Je pense que c'est détermine ta croustillance, amplifie-la, puis tu sais, comme assure-toi qu'elle est mise de l'avant. Comme ça, tu vas attirer à toi les bonnes personnes dans ton audience qui résonnent avec qui t'es vraiment. Parce que ça aussi, c'est une des affaires. Et crée une expérience d'achat. Tu sais, cherche pas à convertir à tout prix. Cherche à élever ton prospect, considère-le comme un client avant même qu'il soit un client. Tout le monde est égal. Pars de là, élève-le, amène-le le plus loin possible, puis après ça, il va acheter de façon bien naturelle. Fait que, puis mets ta croustillance dans ce processus-là. Crée une expérience. Oui, tu sais, on parle souvent de transformation, de transfopreneur, etc. Tu sais, ça en fait partie, la transformation, mais c'est pas tout le monde qui a une possibilité de transformation. En tout cas, c'est discutable, là, mais de transformation à travers leurs produits. Là. Des fois, c'est vraiment dans le doing, ou tu sais, c'est des skills là, qu'on va apprendre, mais de créer cette expérience-là qui fait « wow », mais qui est à ton image le plus possible, puis qui enveloppe le client, c'est ça, là. C'est ça ton objectif de 2025.
de cette façon-là, tu vas être unique dans ton marché, unique dans ton industrie. Il n'y a personne qui peut être toi. Fait que si tu pars de toi pour créer ton brand, tes offres, ce que tu fais, tes accompagnements, ton expérience client, personne va pouvoir t'imiter, là. Il y a juste toi qui va être là, puis tu vas pouvoir naturellement avoir une vibe qui est très haute en énergie et attirer à ce moment-là des gens à toi. Parce que quand ça croustille, on le sent, là. Quelqu'un qui est passionné, on le sent. Fait que si vous n'avez pas senti ma passion aujourd'hui, vous avez un problème, vous êtes mort! J'aime ça parce que tu vois, c'est très drôle dans les derniers jours. Une des pensées qui me revient beaucoup, moi, puis je trouve ça très cool que ça arrive avec ce que tu viens de dire, c'est, en fait, un des secrets pour réussir, c'est de s'assumer. Assumer qui on est, assumer son unicité. Parce que je fais beaucoup d'entrevues exploratoires ces derniers temps là, pour améliorer mes produits, pour avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui accroche les gens, puis qu'est-ce qui fait qu'ils vont à l'action, qu'est-ce qui fait qu'ils se retiennent. Puis un des points centraux qui émergent de toutes ces entrevues-là, c'est ça, c'est les gens qui vont pas jusqu'au bout, c'est des gens qui s'assument pas dans leur unicité, dans leur capacité, dans leurs compétences, puis ils essaient de se cacher derrière plein de choses. Il y en a qui vont essayer de se cacher derrière un AI qui essaie d'écrire des textes un peu trop génériques qui leur ressemblent pas, mais qui sont politically correct, ou en tout cas bien vus. BCBG. Mais c'est ça, s'assumer. Oui, puis assumer ses désirs. Je lisais le livre cette semaine de La montagne, c'est toi. Fait que c'est un nouveau livre sur le marché. Je suis dans un book club maintenant. Je connais pas ça. Puis c'est un livre sur l'auto-sabotage, en fait. Puis puis là, c'est comme le gros insight là, qui est ressorti de ce livre-là, c'est l'auto-sabotage, c'est une réponse de ton inconscient pour des désirs non assumés. Fait que c'est une façon d'arriver à un désir que t'assumes pas. Fait que là, tu vas t'auto-saboter pour y arriver. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est fascinant, là. Tout à fait. Genre, en tout cas, on partira pas dans l'auto-sabotage, là, parce que c'est assez... moi, je le vois vraiment souvent à travers ma clientèle, puis tu sais, il y a toujours deux choses là, dans la business. Là. Oui, tu as la stratégie d'affaires, oui, tu as la stratégie marketing, oui, tu as faire les choses, mais tellement de choses qui se passent en arrière. À l'intérieur des deux oreilles. Il y a tellement de choses. Des fois, là, j'ai monté, là... Oui, vas-y, parce que c'est toi, c'est ta grande force. C'est pour ça qu'on a créé le programme Sois libre, mon ami Véro et moi, parce que justement... Autant dans ce qu'elle enseigne que dans ce que moi j'enseigne ou j'accompagne mes clients, je voyais tellement d'auto-sabotage. Puis j'ai fait, c'est quoi ça? Puis on est allé à fond pour comprendre c'est quoi ces blocages-là, ça vient de quelle blessure, puis comment on fait pour régler ça. C'est un programme sur 5 mois. Fait que si tu te reconnais puis que tu t'auto-sabotes, viens voir sur mon site, Sois libre. Atelier gratuit si tu veux le découvrir. Sois libre de venir, sois libre d'acheter, sois libre de driver. Exactement, mais c'est surtout ça, c'est sois libre d'être toi-même. C'est tellement ça. Fait que oui, les blessures, puis tu l'as super bien dit, j'adore ça. Si on finit, parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, merci. Oh my godness! Merci, mais c'est tellement vrai. Tu sais, j'ai fait beaucoup de trucs sur l'argent, parce que je pars de loin sur le côté argent, j'étais toujours dans le négatif, c'était dégueulasse. Bref, histoire courte, il y a un de mes coachs à un moment donné qui me dit « C'est jamais un problème d'argent. » Je suis comme « Ok, c'est quoi d'abord? » T'assumes pas ce que tu veux. T'accueilles pas ce que tu veux. Fait que même si, tu sais, mettons que tu veux une voiture à 50 000, 100 000, 200 000, on s'en fout. Même si je te le donnais demain matin, tu trouverais moyen de flober ce cash-là avant d'acheter la voiture parce que t'assumes pas ton désir. Puis la voiture, c'est un exemple facile, là, mais c'est la même chose dans tout. T'sais. Fait que ton succès en affaires, le voyage, le couple heureux, la santé, même toutes ces affaires-là, c'est est-ce que t'assumes puis t'acceptes ce que tu veux? C'est ce que tu dis que tu veux. Oui, mais c'est pas vrai, je le veux, le truc. Non, tu dis que tu le veux, mais t'écoutes pas tous les auto-saboteurs à l'intérieur de toi qui t'empêchent d'atteindre ça. Fait que c'est un sujet tellement profond, mais tellement important, effectivement. Oui. Assumer, tu sais, moi, c'est assumer d'être vu, là. Tu sais, comme... c'est drôle parce que, puis là, dernière petite tranche de vie, mais quand j'étais en secondaire 1, en anglais, on faisait un travail sur l'horoscope chinois. Et là, l'horoscope chinois, moi, je suis en 1981, donc je suis un coq. Et là, moi, tous mes amis, eux, étaient nés en 1982, puis eux, c'était des chiens. Puis moi, j'en née en décembre, fait que là, tu sais, comme tous mes amis sont nés dans l'année... Puis là, moi, j'étais un coq. Puis là, je commence à lire la description du coq.
Puis la description du chien, ou du cochon, en tout cas, je sais plus. En tout cas, bref, l'autre était vraiment sympathique. C'est comme, genre, de bon cœur, bienveillant, gna gna, plein de belles qualités, genre, qui sont valorisées par la culture, tu sais, dans laquelle j'ai grandi. Et le coq, misère, faudrait que je le relise aujourd'hui, mais je me souviens d'avoir eu une espèce de serrement à l'intérieur de moi de ne pas vouloir être ça. De pas vouloir être celle qui aimait performer, celle qui aimait être vue, celle qui tu sais, je n'ai rien assumé de ça pendant des années et des années, là. Tu sais, assez que, tu sais, moi, j'aime ça aller, puis je la faisais toujours un peu par la bande, tu sais, genre, j'ai pas fait de spectacle à l'école, parce que, tu sais, on fait pas des spectacles, là, tu sais, comme, on va pas être... Mais, genre, je vais être présidente de l'école pour mieux servir mon école, mais tu sais, assurément que c'est parce que j'avais envie d'être vue, genre, puis de faire des speeches, puis que les gens m'aiment, puis etc. C'est ça, le coq aime ça, être ça, et je ne l'ai pas assumé pendant tellement d'années, puis encore aujourd'hui, c'est un grand défi pour moi. J'aime être vue. Par contre, j'aime ça quand c'est... encore plus quand c'est circonstanciel. Hey, on m'a invité sur le podcast de Daniel, c'est extraordinaire. Tu sais, je t'aurais-tu contacté pour te dire « Hey, je peux-tu aller sur ton podcast? » Non, c'est sûr que non. Tu sais, je suis pas rendue là dans mon évolution. Puis quand c'est circonstanciel, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'aime ça, mais je l'assume plus. Mais effectivement, la journée où ça va devenir assumé à 100%, watch out, là. Yes. Mais je te souhaite ça pour 2025, Brigitte. Et merci! Assume-toi. Ouais, here we go! Here we go. Eh bien, merci infiniment d'avoir été là. Merci. Puis au plaisir de te revoir à un moment donné. Yes! Bye, Ciao. Daniel. Merci. Salut tout le monde. A-do, a-do, ba-do, ba-do, a-do, ba-do, ba-do.